Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro du magazine Deadline. Merci, vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine passée quand nous avons reçu pour vous Hubert Kabasoubabou qui venait d'Harvard, spécialiste international en gouvernologie, où nous avons parlé avec vous ensemble sur l'approche responsable sur le plan politique à appliquer en RDC. Merci. Merci, vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique, à Dallas et à Washington, là où nous avons notre bastion. Merci de nous suivre en Indonésie. Merci de nous suivre à l'île de Chypre. Merci de nous suivre à Paris. Merci de nous suivre en Afrique, à Bongandanga, à Bokungo Inkela. Merci de nous suivre au Lualaba. Merci de nous suivre à Ngaba, à Matete, à Kingasani. Ce soir, nous revenons avec une nouvelle thématique. Nous allons parler de la femme autrement, pas seulement de la femme, mais de cette cohésion, de cette nécessité d'une bonne gestion dans la société et de l'implication de la femme dans tout ce qui est la meilleure voie à donner à la société. Ainsi, je m'en vais vous présenter mon intervenante de ce soir, que je vais saluer, Mamicho Ponchi Yobo, copilote Airbus 320. Bonsoir. Bonsoir, M. Séfarien, c'est Lobo. Lobo, mes excuses. Mamicho Ponchi Lobo, copilote Airbus 320. Merci de répondre à notre invitation. Nous aimerions un peu comprendre, nous commençons cette émission, nous sommes curieux. Ce n'est pas à chaque fois que nous avons la chance d'avoir une commandante ou copilote. Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous présente pilote? Une femme, voir une femme pilote, une femme qui soulève les avions dans les airs. Qu'est-ce que ça vous fait? Sincèrement, moi, ça, en tout cas, c'est vraiment naturel, donc je n'ai aucun sentiment différent. Pour nous, ce n'est pas naturel. Voilà, mais bon, par rapport aux stéréotypes et aux pesanteurs sociaux, c'est pratiquement un peu spécial. Donc, tu as tout le temps, les gens ont tendance de te regarder d'en haut. Voilà, mais sinon, c'est normal. Je suis Mamicho, congolaise et fière de l'être, quoi. Mamicho Ponchi Lobo, et les hommes arrivés à l'aéroport, ils sont surpris de voir copilote Airbus 320, une femme. Les réactions? La plupart du temps, c'est un choc. Ils se disent, mais c'est toi la pilote de ce soir? J'ai dit oui, c'est moi. Et voilà, ça les choque. Évidemment, par rapport aux pesanteurs sociaux, comme je viens de le dire, et les stéréotypes. Donc, il y a eu un bon bout de moment où on ne voyait que des hommes, et vraiment des hommes âgés. Alors, me voir dans le cockpit, c'est un grand choc pour la plupart de clients parce qu'ils se disent, mais attends, t'es trop jeune pour ce que tu fais. Et surtout que j'ai vraiment la bonne taille. Surtout ça. Surtout ça. Surtout que j'ai la bonne taille. Mais bon, sinon, nous sommes là. On s'est dit un jour, pourquoi ne pas briser ces pesanteurs sociaux et essayer de contredire les stéréotypes, pas dans les dire, mais dans les faire. Jusque-là, on est à des signaux que 4 femmes pilotes d'avion. Hein. Oui, il y en a 4, mais il y a une 5e qui fait qui a déjà son pilote privé et qui sollicite d'ailleurs un accompagnement de personnes de bonne volonté. Là, vraiment, on doit le dire, hein, qu'on puisse l'accompagner. Vraiment. Parce que c'est beaucoup de frais. Hein. Oui. Parlons de la formation, parce que nous débutons avec la première partie de cette émission. Très chers téléspectateurs, ce soir, nous recevons pour vous Mamicho Ponchi Lobo, copilote Airbus 320. Premier élément, la formation. Est-ce que la femme peut se lancer dans n'importe quelle filière de formation? Par exemple, quand on te voit vous, est-ce que ça a été simple à tes parents de voir leur fille, leur dire « Papa, j'aimerais être pilote, faire décoller les avions ». Bon, ça n'a toujours pas été facile, mais il faut déjà connaître ses capacités. Pour commencer, le cerveau humain n'est ni masculin ni féminin. Donc, on a tous le même cerveau. Ça veut dire que quand on sait ce qu'on veut, et on s'y met. Moi, je suis ingénieure des formations, donc je n'ai pas commencé directement pilote. J'ai commencé par les études d'ingénieur à l'ISTA, donc
Woman. J'ai terminé en exploitation aéronautique. Mais mon choix n'a pas été facile. Seulement, je savais ce que je voulais et je me suis imposée. Je me suis mis parce qu'on ne va pas faire un choix pour plaire ou pour choquer les autres. Quand tu fais un choix pour toi, et la formation, à la fin de la journée, c'est toujours une formation transmise par soit un homme ou une femme, mais les capacités, on a le même cerveau, donc on a la même capacité que les hommes. Ça n'a pas été aussi compliqué pour moi. Seulement, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné et une famille qui m'a accompagné. OK. Mais aujourd'hui, par rapport à ce travail dans la société, le travail dit d'homme, est-ce que nous devons changer? Est-ce que l'appréhension de la société doit changer sur la carrière professionnelle d'une femme qu'on peut dire dangereuse ou pas? Bon, le danger, il n'est pas seulement pour la femme. S'il y a un danger, si danger il y a, les dangers seraient pour l'homme et pour la femme. Donc pour moi, je me dis, tout ce qu'on fait est dangereux. Manger, c'est dangereux quand tu manges beaucoup. Voilà. Donc si on sait, pour moi, j'aimerais bien que la société puisse revoir sa façon de voir les choses. On est tous enfants. On doit donner à tout le monde la même chance. Et d'ailleurs, moi, ceux qui me connaissent, ceux qui ont eu la chance de faire l'école primaire avec moi, j'ai toujours été la meilleure de ma classe. Félicitations. Et j'ai m'arrangé que je laisse un grand écart. Voilà, j'ai pas fait la 5e primaire, par exemple. Donc, c'était pas parce que j'étais fille ou garçon, c'est parce que j'étais prête. Et je suis... Tu avais une intelligence précoce. Pas une intelligence précoce, mais moi, je travaille beaucoup. Moi, je ne suis pas très intelligente, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu n'es pas très intelligente, mais tu travailles beaucoup. Voilà. Je peux comprendre. Voilà, donc moi, je passe mon temps à m'appliquer, pendant que les autres ont des libertés, où il y a des gens qui sont naturellement nés intelligentes, pardon. Et moi, je travaille plus parce que je me dis, plus on travaille, mieux c'est. Donc, je m'améliore quand je travaille. Tu t'améliores quand tu travailles. Le regard d'une femme dans la gestion, c'est vrai, l'intelligence, la compétence n'a pas de sexe. Non. Aujourd'hui, quelle est la place dans la gestion d'une nation, d'une structure, lorsqu'on doit choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? La place de la femme. Oui. Aujourd'hui, quand la femme regarde sa gestion, on prend la commandante Mami Cho. Aujourd'hui, quelle est cette place que l'on doit donner à la méritocratie? Comme toi, tu es parmi les meilleurs, tu conduis aujourd'hui des avions, mais aujourd'hui, quand tu te vois, est-ce qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse faire appel à la méritocratie? Choisir ou placer ceux qui sont meilleurs pour qu'ils puissent diriger les autres? Bon, je suis déjà pour l'excellence. La méritocratie, c'est un peu... Votre question, elle est un peu vague. Si je vais peut-être intervenir, vous voulez voir la place de l'être humain dans une société pour un développement. Voilà. Non. Je m'explique. Hein? Voilà. Pour être commandant de bord, Ouais. tu as dû faire ta formation. Et ceux qui étaient en train de t'évaluer ont trouvé que tu es la meilleure et tu es aujourd'hui copilote dans un Airbus 320. Maintenant, la place de la méritocratie dans la formation, que l'on puisse mettre ceux qui sont professionnels. Aujourd'hui, quand je suis à bord d'un avion avec Mami Cho, je me dis, je vais arriver à bon port parce que, elle a la compétence, elle a l'expérience, elle a la formation. Aujourd'hui, dans la société, est-ce que tu peux te dire qu'il y a encore de la place pour l'excellence afin de guider les autres? Spécialement dans mon domaine, il y a beaucoup de place de mérite. Parce que si tu n'es pas, à la hauteur, on ne te laisse pas la place. On ne va pas prendre un avion qui transporte 160 personnes, les remettre dans la mer d'un aventurier. Voilà. Et la formation est très importante. Et un accompagnement aussi, parce que c'est vraiment un métier. Les pilotages, c'est pratiquement, moi je me dis, c'est un peu de la technique. Et la technique, ça ne s'apprend pas d'une façon intelligente, c'est plutôt, on t'apprend des tacts. Et ces tacts, il faut que quelqu'un ait de la bonne volonté pour le transmettre. Et sans ces capacités, on ne peut pas piloter un avion. Et c'est cette volonté, au fait, de transmettre. Vous ne serez pas formé et vous ne pouvez pas faire le travail. Donc la méritocratie a une place importante et une place de choix partout dans la société et d'ailleurs dans tout le domaine, parce que si vous ne méritez pas, vous êtes là, on a déjà les résultats de la
cassé dans ce pays. Voilà, quoi. Je pense qu'il faut mériter ce qu'on veut, ce qu'on doit être. Et pour bien diriger, il faut avoir de l'intelligence, avoir un travail personnel pour arriver, quoi. Un jeune qui est en train de te suivre, qui veut être ambitieux, par quoi il doit commencer? Il doit d'abord être déterminé, être sérieux dans ce qu'il veut faire, savoir ce qu'il veut faire, et puis être passionné de ce qu'il veut faire. Donc, il faut avoir la passion, la détermination, et voilà, vous allez y arriver. Donc avoir des valeurs, Voilà. transmettre des valeurs positives qui permettent de changer la société. Oui, ouais, je dirais valeur. Il y a la valeur, mais plutôt la passion. Vous voyez, si vous avez la passion pour le journalisme, vous allez beaucoup lire, vous allez vous documenter, parce que c'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que vous pensez que vous ne pouvez faire que ça. Et moi, je trouve que la passion a une place de choix dans ce qu'on fait. Et en plus de la passion, on a la détermination. C'est vrai qu'on peut avoir des valeurs, mais si on n'a pas de passion, si on n'est pas passionné pour ce qu'on est en train de faire, ça perd un peu du sens. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des choses pas bien, parce qu'il n'y a pas assez de passion dans ce qu'ils font. Donc pour toi, la femme peut accéder à tous les postes, à toutes les tâches de responsabilité en RDC par exemple? Évidemment, parce que c'est la tête qui va travailler, c'est pas le sexe. Parce que la différence entre hommes et femmes, c'est plutôt le côté biologique, la morphologie biologique. Mais sinon, les cerveaux, on a tous le même cerveau, on a tous les mêmes capacités. Tu vois même plus maligne que l'homme. Non, moi je ne dirais pas ça. La femme a beaucoup plus de sens de responsabilité, de par notre culture et l'éducation qu'on reçoit en famille, parce qu'on te responsabilise très jeune en tant que femme par rapport à l'homme. Et vous n'allez pas me contredire. En famille, généralement, l'homme devient responsable vers les 18 et 17 ans, tandis que la fille a 12 ans. La fille a 12 ans, on l'apprend déjà comment gérer la maison et gérer ses frères ou ses sœurs. Donc, je pense que la femme, elle a toute sa place dans la société, à tous les niveaux. Mais c'est cette femme qu'on a formée. Ce n'est pas une femme qu'on prend, qu'on garde tout le temps à l'arrière-plan qui va occuper ses postes de responsabilité. J'aime bien la liberté d'esprit que tu as et ta manière de t'exprimer. Pour que nous puissions avoir une bonne société, une bonne communauté, par quoi nous devons passer? Par exemple, quand tu vois l'éducation, quand tu vois la jeunesse, quand tu vois même les parents, en se basant sur la réalité. Tu vis en société, tu vis à Kinshasa. Par où nous devons passer pour avoir une bonne communauté, une bonne société? Moi, je vais vous choquer. Je pense qu'il faut que d'abord, on accepte notre culture, qu'on s'accepte nous-mêmes, ce que nous sommes, et qu'on essaye de moins en moins vivre dans les complexes. Et maintenant, on passe à l'éducation, phase d'éducation. Il y a une différence entre éducation et instruction. Parce qu'au Congo, tout le temps, on a tendance à penser que l'instruction, c'est ça qui fait l'homme. Mais moi, je pense qu'il y a aussi l'éducation. Parce que moi, je me dis, nos ancêtres, ils étaient éduqués au clair de la ligne. Donc, c'était autour d'un grand-père qui leur parlait de l'histoire et qui transmettait des valeurs. Et ces personnes se comportent beaucoup mieux dans la société que nous qui sommes instruits et sans éducation. Tout à fait. Nous avons les phénomènes Kuluna, il y a eu le phénomène Ujana, malgré qu'on a essayé de juguler. Les parents ne savent plus prendre en charge comme il faut leurs enfants. Mais dans tout ça, il y a une Mamicho qui existe, qui vit dans cette société. Selon toi, quelle est la bonne approche, par exemple, pour les décideurs politiques, les décideurs sociaux, pour essayer de recadrer cela? C'est vrai, nous avons des besoins, peut-être les salaires ne sont pas bien payés, les conditions sociales ne sont pas tout à fait réunies, mais comment recadrer? Comment recadrer? Aujourd'hui, tu peux sortir dans un coin, tu ne sais même pas sortir parce qu'il y a l'obscurité, il y aura des coulounas, ainsi de suite. Comment parler à nos décideurs, par exemple? Le patriotisme, c'est énorme quand on parle du patriotisme. Et aimer
aimer d'abord le Congo. C'est le patriotisme, moi je me dis à outrance. Moi je pense qu'il faut placer des bases. Aujourd'hui, on applaudit tous la gratuité. On espère qu'on va y arriver. Moi je pense que c'est déjà un pas aussi, c'est une solution. Tout le monde à l'école. Mais moi je pense aussi que la société, on devrait avoir... on devait réinstaller dans les systèmes éducatifs le civisme. Parce que ce manque de civisme, je pense que ça a beaucoup impacté sur la société. Parce que nous, on a appris à l'époque nos droits et nos devoirs. Je pense que les chaînes de télé devraient marteler sur les valeurs de l'État et les devoirs, nos devoirs et nos droits. Nous parler un peu plus de ce que nous sommes. Et essayer aussi de recadrer un peu les familles en général. Et puis bon, je pense qu'avec la naissance des entreprises dans ces pays, quand les gens vont s'occuper, il n'y aura plus ces phénomènes que l'on a. Moi, je pense que c'est manque d'occupation qui, en quelque sorte, entraîne tous ces fléaux. Nous avons vu, lors des élections, les femmes candidates, députées, les hommes, candidats députés, promettre des choses, proposer des choses. Mais je prends toujours le cas de Mamicho, commandant de bord. Quand tu te vois, tu vois ce qui est devenu le Congolais aujourd'hui, tu te dis, pourquoi cet écart? Tu te poses des questions pareilles, par exemple? Oui, je me pose beaucoup de questions. C'est l'égoïsme. On est tous égoïstes. Il n'y a personne qui veut servir l'autre. Voilà les conséquences, en fait. Ce qu'on vit, c'est la conséquence de l'égoïsme de nous tous. Je vais pas m'exclure. Donc, on ne veut pas servir l'autre, on veut que tout pour nous, rien pour les autres. Voilà, pour l'autre. Et voilà, c'est une conséquence logique de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si tout le monde veut avoir pour lui-même, vous imaginez les faibles. Leur sort, c'est voilà, c'est des Koulouna, c'est tous ces fléaux. Tu survoles la RDC, tu connais la RDC. Ouais. Mais quand tu regardes la situation de la RDC, quand tu voyages, qu'est-ce que ça te fait? La situation est la même? Parce que vous qui volez dans les airs, vous avez cette grâce-là de toucher les vies, de rencontrer les personnes, et vous sondez même ce que peut-être les décideurs politiques ne voient pas. Bon, moi, je me dirais, quelque part, on est tous fainéants. Ah bon? Oui, on est tous fainéants. Quand je survole, ça c'est moi. Je me remets moi en question. Tout à fait. Là, je parle de moi, je parle des personnes d'autres. Je me dis, il y a l'étendue de la RDC. Tu fais des kilomètres sans rien. Donc, ça veut dire, c'est une brousse, une forêt, où personne ne travaille. Tu vois le nombre de rivières que tu survoles. Tu t'es dit, jusqu'aujourd'hui, moi, par exemple, je continue à manger du vivre frais, du repas importé. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour arrêter ça? Et aussi, je suis limitée parce que je dépends peut-être d'un travail. Et les Congolais ne réfléchissent plus. On est resté dans un box où c'est la routine, quoi. Donc, on sait ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain, ce qu'on va faire le surlendemain, voilà. Donc, il n'y a plus de réflexion, on ne crée plus, on est vraiment borné, quoi. Moi, je pense que c'est quelque part notre responsabilité. Nous sommes tous irresponsables face à certaines choses. Donc, nous sommes tous irresponsables. Oui, je n'aimerais pas parler des autres, je suis aussi inclus parce que, bon, voilà, c'est pas moi qui fais l'exception. Est-ce qu'il nous manque certaines connaissances qu'il fallait que nous puissions connaître pour devenir ce que nous prétendons être? Je ne pense pas. Par exemple, toi, j'ai appris que tu lisais beaucoup. Oui, j'ai lu beaucoup, mais je me pose des questions, combien de fois je mets en pratique ce que je lis. Donc, c'est ce que je dis. Il y a une part de responsabilité, c'est du 50-50. Donc, il y a un État qui ne nous a pas mis une structure pour qu'on évolue, et nous qui nous contentons de ce système. Et puis, on est tous attentistes. Moi, j'attends, par exemple, que Séphorienne vienne me donner pour que je mange. Donc, voilà, c'est une responsabilité partagée. Très, très bien dit. Nous recevons pour vous sur ce plateau de Deadline
elle est parmi ces rares personnes qui ont cette grâce de piloter un Airbus 320, Mami Chopon Chilobo. Avec elle, nous sommes en train d'échanger. Ce que nous aimons, elle nous donne, elle nous dépeint cette société à la lumière de ce que voient, par exemple, les entrepreneurs, les hommes politiques. Elle dépeint la société telle qu'elle la voit. Pilote, femme, elle vit en société, elle comprend la RDC. Tu es souvent confronté avec des étrangers. Par exemple, quand tu es avec un ami pilote étranger ou d'une autre compagnie, ainsi de suite, quand il veut comprendre la RDC, qu'est-ce que tu lui dis? Les problèmes de la RDC, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu présentes ton pays? Parce que elle te voit, toi, avec des capacités, tu vas dans des formations, ainsi de suite, des heures de vol, mais elle regarde le pays, 4 femmes pilotes, une 5e qui vient, mais elle te pose la question, si je peux avoir ma Micho en tant que femme, quel est le chaînon manquant? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu réponds? En fait, j'ai eu la chance de faire l'aviation d'affaires, donc j'ai transporté les businessmen. J'aime bien parler d'eux parce qu'avec eux, on avait beaucoup interagi. Ils me posaient toujours la question de savoir, est-ce que tu veux t'expatrier? Parce que en expatrié, j'ai un très bon boulot et j'aurais voilà, plein d'avantages. Je leur disais toujours, depuis un moment, quand j'ai grandissé, quand j'étais à l'école, j'avais ces rêves. Mais depuis que je suis rentrée au pays, j'ai plus ces rêves. J'ai perdu les rêves. Pourquoi? Parce que c'est ces pays qui me hantent l'esprit. Un pays extrêmement riche. Moi, j'ai vu la richesse parce que j'ai fait les transports de la Castérite à un moment, au début de ma carrière. Et le même pays est extrêmement pauvre. Enfin, son peuple est extrêmement pauvre et lui est extrêmement riche. Et je vois les expatriés qui viennent s'installer ici. Ça veut dire faire leur vie ici. Ils choisissent le Congo pour un deuxième État. Ils me disaient toujours, j'aime ton pays et je vais rester. Ça m'a fait changer d'avis. Alors moi, je me dis, j'aimerais être parmi ces acteurs des changements, si je ne les fais pas déjà. Donc j'essaie de le faire à ma façon. Candidate députée. Non, merci. Non, merci. Je l'ai fait à ma façon. Voilà, je travaille avec la jeunesse. Je suis coordonnatrice adjointe de 100 jeunes pages d'espoir. Je suis dans le mouvement des femmes. Moi, je me dis, je vais être motivatrice des autres. Donc tu te sens imprégnée d'une mission. Voilà, j'ai une mission. J'essaie d'exécuter ma mission à ma façon. Et je me dis, si tous les Congolais arriver à surmonter l'égoïsme et essayer de partager ce qu'ils ont, on pourra construire sur les bonnes bases, qui est l'amour de notre État. Parce que finalement, si nous tous, on essaye d'investir de notre intelligence, je pense qu'avec le peu qu'on va donner, on pourra créer quelque chose, une émulation, et ça sera peut-être là le point de départ, peut-être. Ma question est celle-ci. Tu as l'impression qu'on n'aime pas suffisamment notre pays? Je n'ai pas l'impression, mais on n'aime pas notre pays. Quels sont les éléments qui te permettent de dire ça? Les éléments qui me permettent de dire ça, c'est moi, je vois mal un Américain parler du mal de l'Amérique à un Congolais. Mais nous, on a cette facilité. Aussitôt que tu rencontres quelqu'un qui prétend te donner quelque chose, tu commences à parler de mal de ton pays. Vraiment, c'est comme s'il n'y avait que le mal, il n'y avait pas de bien. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on dit que les jeunes Congolais, tous sont Kuluna. Vous n'êtes pas Kuluna, je ne suis pas Kuluna, mais voilà, c'est vraiment ça, on n'a pas l'amour du pays. Et aussitôt qu'on te place quelque part pour occuper un certain poste de responsabilité, c'est beaucoup plus, on travaille pour soi. On est même prêt à prendre des personnes incompétentes, juste parce qu'ils sont amis ou frères ou tout ça. Il n'y a pas tellement d'amour patriotique ou il n'y a pas tellement de sélection. C'est pas tellement. Tu ne sens pas tellement d'amour dans ce qu'on fait. On ne le sent pas. Voilà. Et comment on peut créer cet amour? D'abord, j'ai mes difficultés, je n'arrive pas à payer les loyers, je ne suis pas bien payé. La situation ne va pas bien dans le pays, mais on me demande d'aimer ce pays. Comment faire? Où trouver cette force? Mais parce que si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. On a, depuis que j'ai grandi, j'ai trouvé le pays comme il est. Il y a des changements
vraiment à pas de tortue, si je vais le dire. Mais tout le temps, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que le pays a fait pour moi. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait pour ce pays? Parce que ce pays nous appartient. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mon pays? Donc c'est cette question que nous devons souvent nous poser. Tous, en tout cas, chacun devant les miroirs doit se poser cette question. En fait, ce n'est pas le pays qui pose problème, c'est nous. C'est nous qui posons problème. Voilà, c'est nous qui posons problème. Parce que dans les pays, nous avons les richesses, nous avons tout. Toutes les potentialités à transformer, mais c'est seulement nous. Voilà. Je donne un exemple vraiment qui va vous éclairer. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire femme de ménage ici au Congo, mais aussitôt que tu arrives, tu fais la plonge, non? C'est pas différent. La plonge, ça veut dire quoi? Enfin, nettoyer les assiettes. Ok. Tu les fais facilement. Parce que moi. Non, je dis, quand tu quittes le Congo, évidemment, toi, tu es journaliste, mais j'ai dit, les Congolais, quand ils quittent les Congo, facilement, il est fait. Où on fait le gardiennage, c'est pratiquement le même salaire. Ici, c'est $150. Là-bas, c'est peut-être 1500 rand, qui est $150 aussi. Mais les Congolais, quand il est chez lui, il n'a pas... En fait, on a tous une mauvaise vision de ce qu'on a. Tout le monde maudit les Congos, il n'y a personne qui bénit les Congos. Tout le monde veut travailler pour autre chose, pour l'autre, mais pas pour son pays. Voilà, si nous, on ne le fait pas, qui le fera? On a eu plein de générations qui sont passées, qui n'ont pas fait. Voilà, on a ce qu'on a. Et est-ce que nous, on doit continuer avec la même philosophie? Il faut qu'on se pose cette question. Est-ce qu'on va continuer avec la même philosophie ou on doit changer un peu et peut-être être cette génération sacrifiée pour ces pays? Pourquoi pas voir nos enfants jouir de ce que nous, on a fait? Jouir de ce que nous, on a fait. Nous recevons pour vous sur ce plateau de Deadline Mami Chopon Chilobo, copilote Airbus 320, avec elle, nous sommes en train de parler de ce que doit être la gestion de notre société, la manière de l'aimer. Et l'élément important, cette femme aussi qui s'implique pour le changement de notre communauté. Nous arrivons à la troisième phase, la plus importante, la mentalité. On nous parle de changer les mentalités, changer les mentalités. Tu vas souvent à l'étranger, tu trouves tout est coordonné, ainsi de suite, et il n'y a personne pour te dire fais ceci, fais cela. Mais tu n'as qu'à suivre. Mais pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer, par exemple, chez nous, en RDC, moi, je me par exemple, dans notre communauté? On se trompe un peu. Dans ces communautés, il y a comment on appelle, des subventions. Quand tu ne le fais pas ça, il y a ça qui te suit. Donc, ils ont été éduqués. Donc, il faut éduquer cette population avant de la critiquer. Est-ce que nous sommes on a reçu assez d'éducation pour ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a, il y a une structure, ce que j'allais dire au début, j'ai dit au début, il faut que l'État structure et qu'il y ait un suivi. On peut bien structurer, mais il faut aussi qu'il y ait un suivi de ce qu'on est en train de faire. Donc, on ne va pas se dire que ces sociétés, ils sont tombés du ciel et tout, et ils ont commencé à exécuter ce qui était, sans pour autant qu'il y ait une ligne de conduite qui a existé. Donc, toutes les communautés qui sont développées où les gens respectent, c'est parce qu'il y a une structure, il y a des suivis, et on sait qu'il y a des amendes. Si je roule à vif à lire, il y a des amendes qui me suivront à la maison. Mais nous, ici, c'est aussi ça. Moi, je pense qu'il y a une partie éducation, donc c'est une responsabilité encore partagée. On peut bien t'éduquer, mais il faut que tu sois aussi prêt à exécuter ce qu'on t'apprend. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Donc, le changement de mentalité devrait d'abord commencer dans nos familles. Oui, dans la famille, oui. C'est une éducation familiale, mais aussi, c'est un travail individuel. Et l'État doit... Parce que déjà, c'est une société qui est... Enfin, je n'arrive pas à donner la définition de cette société. On a déjà un problème, on doit résoudre. Donc, ce n'est pas comme si c'était une société qu'on commençait... Enfin, on est en train de construire sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque voilà, part. On construit sur quelque chose qui n'existait pas déjà. Nous avons un sérieux problème. Tu es aussi dans le monde des ONG. Trop de naissances désirées, plutôt trop de naissances non désirées chez les mineurs. Parce qu'il y a une forte activité sexuelle chez les mineurs. Et un parent mineur pourra-t-il donner une bonne mentalité à son enfant? Comment canaliser tout cela? Parce que tu es dans les 100 pages d'espoir, tu as été dans les pépinières, tout pour la femme, la jeune fille. Mais c'est cette jeune fille
qui est mère avant l'âge, qui n'a pas la possibilité de donner une bonne instruction parce qu'elle-même n'a pas encore fini d'apprendre. Qu'est-ce que tu dis face à cette réalité qui n'est pas peut-être la réalité de ta commune, mais dans d'autres communes, dans d'autres provinces? Comment rectifier le tir? En fait, moi, c'est pour ça que je dis c'est vraiment une responsabilité partagée de la société. La jeune fille meurt, la plupart des jeunes filles mères, elles sont mères avec des adultes. Donc voilà encore. Là, tu gagnes un point. Donc voilà encore la responsabilité des adultes pour accompagner. Et il faut qu'on arrive à briser ces tabous où le sexe est totalement un tabou. Il faut qu'on arrive à le briser parce que au fur et à mesure on les garde tabous selon nos cultures, on a ces fléaux des jeunes qui hypocrites. Donc on nous élève en hypocrite. Il faut qu'on arrive à avoir une éducation où on essaye de bannir le maximum d'hypocrisie. Je pense que ça va beaucoup aider. On n'aura pas besoin de ONG pour la protection parce que si un enfant connaît son cycle et un enfant, on parle avec l'enfant, franchement, je pense qu'il y aura de moins en moins de problèmes parce que les sociétés développées, le sexe n'est plus un tabou. Nous entrons dans la dernière phase de nos échanges. Le temps passe vite. Ah ouais. Aujourd'hui, en RDC, la femme, vous avez une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda. J'ai beaucoup de respect pour elle. Voilà. Vous avez les femmes ministres, vice-ministres, mais il y a certaines langues qui s'élèvent pour dire certaines langues, que la femme congolaise n'est pas encore prête pour briguer les grandes responsabilités dans le pays. Est-ce que tu partages cette approche? Ben, je ne partage pas déjà l'approche parce que moi j'étais en classe, je suis très... je parle de moi déjà avant de parler d'eux. Moi en classe, à l'école primaire, aucun garçon ne pouvait tenir tête. Je suis allée à l'université avec des garçons. Donc je ne pense pas que les personnes qui ont étudié avec moi peuvent se lever et dire que je ne suis pas prête. Mais ça, ce n'était que l'école, c'était juste l'école. Voilà, je suis en train d'avancer. Oui, oui. Et si nous avons l'honorable Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale, elle a été élue. Donc ce n'est pas un cadeau. Elle a... Bon, élue, mais elle a été choisie par voilà, mais... le FCC. Oui, le choix, il y avait plein de candidats. Donc c'était sa candidature qui avait répondu aux critères et aux normes du choix. Voilà. Et après ce choix, on l'a quand même affronté à une élection et c'est les hommes qui l'ont voté. Moi, je me dis que c'est vraiment une fausse vérité parce que les femmes qui sont allées à l'école avec les hommes ont les mêmes capacités. Mais ça, c'était l'école. Oui, mais même dans dans la vie professionnelle, même dans le parti. Donc ces femmes, moi je me dirais d'ailleurs que les femmes ont longtemps travaillé pour les hommes. Il est temps que les femmes prennent conscience et qu'elles se prennent en charge, parce que vous voyez les ligues des femmes, la plupart de... Combien de femmes chefs de partis politiques? Vous n'en avez pas. Combien de femmes... Vous savez pourquoi? Vous n'en avez pas en termes pléthoriques. Il y a quelques partis à leur tête. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi? C'est parce que, ce que je venais de vous dire au début, il y a... Ce sont les hommes qui refusent. Non, il y a les pesanteurs sociaux qui ont démontré, vous savez, les femmes, elles ont même peur de s'engager en politique ou d'être des têtes, des figures. Pourquoi? Parce qu'on va les traiter... Vous imaginez même dans les partis politiques, les femmes ne votent pas pour les femmes. Ben ça, c'est une fausse vérité, parce que comment les femmes sont là? Vous avez déjà vu une femme en train de coacher une autre femme en politique, en gestion d'entreprise, où une femme est en train de coacher une autre femme? Moi, par exemple, la plupart des personnes qui m'ont coaché sont des femmes. Donc, je n'ai eu que de coachs femmes. Et moi, je me dis, c'est un mensonge qui est devenu vérité. C'est un mensonge qui est devenu vérité. Pourquoi? Parce que les pesanteurs sociaux ont mis la femme en second plan. Tout le temps qu'il y a une femme qui essaie de se lever, on essaye de monter certaines mauvaises langues contre elle, mais en tout cas, en réalité, les femmes sont faites pour être ensemble. Vous voyez, les ligues des femmes, moi je me dis, c'est la grande partie des partis politiques. C'est la grande partie de la population dans le parti politique. Là, c'est parce qu'il y a une structure internationale qui vous a mis ensemble, ou sinon, ça ne serait pas une initiative congolaise. Vous ne trouvez pas? C'est parce que quelqu'un qui a mis son argent que vous êtes ensemble.
Donc, les hommes il n'y a pas une structure des femmes où vous avez eu Madame Janine Makombo, Eve Bazaïba, ainsi de suite, dire voilà, nous sommes ensemble. S'il y a des structures des femmes, peut-être que vous n'êtes pas informés. C'est vrai. Hein. Il faut encore plus d'infos. Mais vrai. Les hommes non plus n'y sont pas ensemble sans intérêt. Tous sont réunis toujours par intérêt. Là, je suis en train de vous piquer. Hein. Donc, le monde est régi par des intérêts. S'il y a intérêt, donc je ne vois pas pourquoi les femmes... Parce qu'il ne fallait pas encore attendre un peu pour qu'on puisse avoir des femmes dans les postes de... Ça fait 60 ans, si je ne me trompe, c'est 50 ans, 60 ans depuis qu'on a accédé à l'indépendance. Oui, oui. Où on vous a laissé la gestion de la chose. Les résultats sont tellement bien. Je n'aurais pas dire qu'elles sont mauvaises. Alors moi, je me dis, il est temps qu'on puisse donner la chance aux femmes. Parce qu'il y a même un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pendant un bon bout de moment, vous n'avez pas éduqué des femmes. Vous avez vu les résultats. Je ne vois pas pourquoi vous continuez à camper sur votre position. Pourquoi vous continuez à camper sur la position de la femme n'est pas prête. Vous êtes prêt depuis tout le temps. On a des résultats. Vous avez les résultats. On a des clownas. Félicitations. Parce que ce n'est pas les femmes qui étaient là. Donnez la chance aux femmes. On va voir. On a même, moi, je trouve qu'il y aura beaucoup de changements avec ces gouvernements où on a 18% des femmes. On a Mme Janine Mabunda au Parlement. Vous voyez le résultat. Attendons voir. Donnez-nous les 5 ans. On va voir. Non, il faut vous donner les 5 ans. Non, on voit le résultat de Mme Janine. Mais vous pensez qu'un jour, par exemple, cette approche à poste égal homme-femme, dans n'importe quelle entreprise, priorité aux femmes, vous appelez ça discrimination positive. Ouais. En fait, mais si vous êtes égal avec l'homme, par exemple, faites tomber cette clause. Pourquoi est-ce qu'on a mis la clause? C'est exactement comme ton frère. Quand tu es né, ton jeune frère, quand il arrive, il ne va pas faire les choses de la même façon que toi parce qu'il est petit, il n'a pas la même force physique que toi. C'est au fait le même problème que les femmes ont. Pendant un bon bout de moment, la femme, elle était à l'arrière-plan. La loi de la parité n'est arrivée que... C'est juste une loi, c'est quelque chose qu'on a adopté. Évidemment, c'est vous qui avez voté d'ailleurs pour après critiquer. Alors, les femmes, pendant longtemps, elles étaient absentes. Je pense qu'il faut les accompagner pour arriver. Et ce n'est qu'évident. Même quand on présente une femme, on demande toujours des capacités. Moi, ça m'énerve toujours. Parce qu'on n'a pas toujours les hommes capables. Ah bon. Les hommes apprennent facilement sur l'État. Mais la femme, quand elle doit apprendre sur l'État, c'est tout un problème. Je ne sais pas pourquoi. C'est la peur. Donc, vous sentez qu'il y a une espèce de dualité homme-femme qui veut s'établir, ou bien c'est juste la femme veut accéder à sa place qu'elle devait avoir depuis? Naturelle, c'est une place naturelle qu'elle devait avoir. Et l'homme a peur parce que je pense qu'ils savent que nous avons plus de capacités, parce que nous, on a la capacité d'étudier, de travailler, de faire des enfants. Tu vois, ce sont des atouts que vous n'avez pas. Vraiment. Et... vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que nous, on va travailler pour l'intérêt de tous. La femme va travailler pour l'intérêt de tous. Voilà. On va essayer de bannir un peu l'égoïsme. L'importance sur la question de l'éducation, sans une éducation pointue, on ne sait pas développer une nation. Par exemple, le cas de la jeune pilote qui doit avoir une bourse, le nom... Sarah, dont nous sollicitons vraiment si l'État aussi peut s'impliquer, parce qu'elle veut devenir pilote, ce sont les moyens, parce qu'être pilote, il faut aller aux États-Unis. Elle a déjà sa partie des pilotes privés, il lui reste une partie des pilotes commerciaux. Elle demande à ce qu'on puisse l'accompagner avec au moins 70 000 $ pour qu'elle termine la partie. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup des œuvres caritatives, mais ça, c'est un investissement pour un État. Donc, je pense que c'est important qu'on l'accompagne, parce qu'il n'y en a que 3, enfin, il n'y en a que 4 pour l'instant. Elle sera la 5e, pourquoi pas l'accompagner? D'où cette importance sur l'éducation. Est-ce que l'on doit insister sur l'éducation de la femme, de la jeune fille? Spécialement dans notre pays, oui, parce que pendant un bon bout de temps, on priorisait les garçons. Heureusement, avec la parité, j'étais dernièrement au Sacré-Cœur. On a même, avec la gratuité, ça facilitait les parents d'envoyer les filles à l'école. Ils ont eu un nombre accru de femmes à l'école. Donc la gratuité est venue aider à booster. Voilà. Il faut qu'il y ait plus de programmes comme ça qui boostent les femmes
par exemple, à l'université, qu'il y ait de bourses pour les femmes. Moi, j'ai fait l'ISTA, on a terminé à peine à 100 sur 10 000 étudiants. On avait 100 femmes. Aujourd'hui, si on instaure une bourse, facilement la fille va faire du choix. Elle va être l'objet de son choix. Donc, c'est pas comme la communauté nous impose tout le temps d'aller faire le couture. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que je suis habillée, parce qu'il y a une couturière. On essaie, il faut qu'il y ait des bourses comme ça pour faciliter les femmes. Donc, une politique éducationnelle qui prenne en compte les femmes qui vont dans les applications pointues, polytechnique, maths, info, sciences. Les STEM, en fait, les sciences, la technologie, l'engineering et les maths. Et c'est une politique mondiale aujourd'hui, parce que partout dans le monde, les femmes sont quasiment absentes ou pratiquement absentes dans ce domaine. Et il y a même l'UNESCO qui a tout un programme qui accompagne les femmes dans ce domaine. Mais comment, par exemple, en RDC, on peut faire la mise en œuvre? Toi, tu es vraiment, je ne veux pas dire bénéficiaire, mais tu es ce modèle de femme, tu es parmi ces femmes qui ont fait des études poussées d'ingénierie pour être aujourd'hui copilote d'un Airbus 320. Comment on peut opérationnaliser cela en partant de l'expérience que tu as eue, des difficultés que tu as eues sur le plan éducationnel? Moi, j'ai été accompagnée par mes parents, j'essaie de souligner. Mais je trouve qu'à l'université, on peut trouver des bourses spéciales pour les femmes et on peut établir des programmes avec des compagnies. On a plein de compagnies ici qui peuvent établir, chaque compagnie peut investir dans l'éducation d'une femme. Et ça va vraiment faciliter les choses à l'université, même pour les études poussées, quoi. Violence basée sur le genre, viol, discrimination. On le vit tous les jours. Quelle est ta vision pour éradiquer cela? Il ne sera jamais éradiqué parce que moi je me dis, éradiquer totalement, il ne sera pas. Mais il faut placer des barrières, renforcer les lois ou peut-être faire connaître ces lois aux femmes, parce que les lois existent déjà, les vulgariser pour permettre à ce que la personne, ou même créer de police ou créer une structure qui suit l'application de ces lois-là. Est-ce qu'elle-même, la femme, est imprégnée sur ses propres lois? Voilà, elle n'est pas informée, donc on doit l'informer. Et la plupart des femmes sont sous-informées. Ou ceux qui sont informés, ils ne sont pas en mesure de gérer la justice, parce que, bon, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des juges, ils sont, par moments, c'est des bourreaux. Mais souvent, on parle de la femme, on voit plus la femme urbaine, mais souvent, on n'insiste pas sur la femme rurale. Hein. Au fait, les femmes rurales, elles n'ont pas le même problème que les... Déjà, moi, ce que j'ai dit, ce que je connais, parce que j'ai eu quand même la chance de visiter l'arrière-pays, nos villages, il y a déjà comment on appelle, des jurisprudences, c'est ça. Il y a des jurisprudences et il y a de moins en moins d'atrocités dans le village. Tandis que dans les grandes villes, on est tellement, il y a une promiscuité qui facilite les violences et les discriminations. Parce que dans une maison où on a 6 garçons, 2 filles, et ces garçons, ce n'est pas de même famille, c'est soit l'oncle, la tante, tu vois, l'oncle, le cousin, il y a facilité de ces genres de discrimination ou de violence. Et les parcelles avec la cour commune, évidemment avec les situations politico du pays et la pauvreté accrue, voilà, ce sont des causes de ces violences. Parce qu'une pauvreté élevée, on est obligé d'habiter dans une petite maison avec plusieurs voisins. Donc on a plus de facilité. Et la fille qui reste à la maison vulnérable, elle a plus de facilité d'être violentée. La femme rurale, toujours, on la célèbre, on mange son dunda, on mange... Mais en termes de subventions, en termes de bourses, en termes du bien-être, comment l'accompagner? Toi qui vas souvent aussi par tes vols rencontrer ces femmes. En tout cas, je n'aimerais pas parler... Je n'aimerais pas parler à leur place parce que je ne connais pas très bien les problèmes qu'elles traversent. Moi, je pense qu'il faut aller vers elles et connaître leurs problèmes. Elles vont proposer les meilleures solutions. Moi, je suis en train de proposer des solutions pour les femmes femme que je suis et les difficultés que moi je rencontre et les femmes de mon environnement. Là, maintenant, c'est ton coup de cœur. Tu vas parler avec ton cœur, par exemple, sur une situation qui ne va pas bien au pays et quelle est ta proposition quand tu vois?
en quelques minutes? Je n'aimerais pas être politique. Pour moi, je trouve Tu peux parler de l'éducation, tu peux parler de tout ce que tu veux. J'aimerais bien parler des choses que je connais, que je maîtrise. Pour moi, je trouve que je suis dans un domaine d'aviation. J'aimerais voir un peu plus que ce que je vois aujourd'hui. Il y a déjà en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le DG de l'aviation civile, qui a beaucoup travaillé, qui a transformé quasiment notre aviation, du marché au grand boulevard. Moi, je me dis toujours que c'est sympa. Mais j'aimerais peut-être finir ma carrière dans un pays où je ne me sens pas complexée quand je vais chez les autres. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique. J'aimerais avoir des aéroports dans les normes. J'aimerais voir ma population voler dans les avions, que l'avion ne soit plus un luxe pour les Congolais, mais que ce soit un moyen de transport les permettant de se déplacer dans leur pays, qui est pratiquement un continent, quoi. Quand je quitte Kinshasa pour le Lubumbashi, c'est la même distance que j'ai fait quand j'ai fait le Lubumbashi, l'Afrique du Sud, mais j'ai traversé 4 autres pays. Donc je me dis, il faut qu'on amène l'aviation aux portes de tous les Congolais, en fait. Pour un jeune qui veut être comme toi, qui veut aussi devenir Mamicho Ponchi Lobo, quel est l'espoir que tu peux donner à ces jeunes? Ils passent dans des moments difficiles, ils ne savent pas par où commencer. Même cette manière, par exemple, d'entamer les études, soit à l'ISTA, à l'UNIKI, ne sait même pas. Comment le parler, le communiquer dans son cœur? Qui continue à croire. Nous tous, on voit un changement. Continuons à croire et continuons à travailler. Et ne baissez pas les bras. On veut être ingénieur, c'est bien. Mais pour l'instant, je peux toujours trouver quelque chose qui me rapproche de ce que je vais être demain. Donc, il faut commencer quelque part. J'ai les conseils de commencer quelque part et de garder espoir, d'être déterminé. Je suis très sûre qu'ils vont arriver. Parce que moi, je suis le fruit de la détermination, en fait. Tu es le fruit de la détermination. Nous revenons à notre grande question dont nous avons commencé au début de cette mission. Est-ce que la femme a une place de choix au sein de la société congolaise? Oui, il a une place de choix parce que c'est elle qui est le moteur de la société. L'éducation passe par elle et c'est elle qui éduque, au fait, dans la grande majorité du temps. Je peux dire la femme, elle a une place majeure dans la vie de l'homme parce qu'elle est mère, elle éduque, elle est instructrice, elle est professeure d'université, mais surtout, elle est là, elle éduque avec son cœur, en fait. Elle transmet les valeurs, elle a des valeurs qu'elle transmet, et les valeurs des femmes sont généralement naturelles et innées. Mamicho Ponchi Lobo, un grand merci. Merci beaucoup. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Non, je pense que je reviendrai et j'espère que j'ai assuré. Merci. Vous nous avez suivis ce soir sur Kin 24 dans le magazine Deadline. Nous avons reçu pour vous Mamicho Ponchi Lobo, copilote Airbus 320. Avec elle, nous avons parcouru cette question de la société congolaise à l'égard d'une femme et surtout à l'égard d'une technicité par rapport à sa profession. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous en continu sur tous les réseaux sociaux liés à ce programme Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.